Salut à toutes et tous, bienvenue sur cette vidéo partie 3, je crois, ou 4, non, partie 4 déjà, sur l'atelier vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler technique, concernant les résolutions vidéo utilisées, concernant la prise de vue, concernant le matériel, concernant la prise de son et le matériel également. Là, ça va parler un peu plus pointu. Je vous invite donc à mettre pause quand ça déborde et à aller chercher les notions ou en tout cas creuser le sujet et on fera dans tous les cas un débrief ensemble pour parler de tout ça avec plus d'approfondissement. Allez, sans plus attendre, on va parler de résolution vidéo. Donc la résolution vidéo, la plupart du temps qui est utilisée par le commun des mortels, c'est le Full HD. Le 4K est encore un format peu répandu. Disons que quand on va aller faire des longs métrages ou des courts métrages, on va faire ça en 4K, voire même, en fait, on va tourner en 6K ou en 8K pour arriver à du 4K. Je vais vous faire la démonstration. Et donc, nous, en fait, pour nous, l'utilité de tourner en 4K, ça va être de pouvoir faire des recrops, des recadrages, en fait, à l'intérieur de notre image et pas forcément utiliser tout le temps le mode 4K parce que c'est très dur à monter, c'est très lourd à utiliser comme format de fichier avec un ordinateur assez simple. Donc, on va dire que le 4K, on va l'utiliser avec mesure, en conscience, tout en conscience. Et donc, je vais vous montrer un exemple d'application d'un fichier 4K pour atteindre en fait une résolution de Full HD. C'est parti pour la démonstration. Alors voilà, donc je vous explique le principe d'une image 4K. Ici donc je vais vous montrer sur du fixe. Donc déjà là nous avons sur Photoshop donc une image qui fait 3840 par 2160. C'est la dimension utilisée pour une vidéo 4K. Donc en fait une vidéo 4K fait cette taille en pixels à 72 dpi. Donc l'intérêt quand vous affichez du Full HD, c'est que vous pouvez utiliser cette image en 4K pour la diffuser en Full HD, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de perte. Et l'intérêt d'utiliser une image 4K, ça va être de pouvoir utiliser du recadrage à l'intérieur de cette image. Si par exemple, on prend une valeur de recadrage ici à 1920, je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis, donc voilà, 1920 par 1080, vous voyez que dans votre image, on pourra très bien utiliser donc une deuxième valeur de cadre en gros plan et alterner entre ces séquences. Ou faire par exemple des travelling numériques, comme ceci par exemple, ou comme cela, pour arriver sur notre image de fin comme ça. Et là, on est encore en Full HD. Démonstration dans Première pour que vous compreniez mieux. Donc là, j'ai pris une séquence qui est en 4K. Alors, je vais lire la séquence au complet en preview, pour vous la montrer. Donc là, la séquence se présente comme ceci. Voilà. Donc cette image, c'est du 4K. On peut vérifier en mode liste, par exemple. Ici, on voit dans Première que nous avons une dimension de 3840 par 2160. Donc, c'est bien du 4K. Et donc, comme je vous ai dit, l'utilité du 4K pour nous qui allons souvent faire un format de vidéo de sortie en Full HD, donc 1920 par 1080, ça va être de créer finalement, à l'intérieur même d'une séquence 4K, plusieurs valeurs de cadrage d'une seule séquence. Donc là, je vais recommencer ma manip.
je vais prendre, je vais créer à l'intérieur de première une séquence vierge de 1920 par 1080 ou 1080p à 30. 1080p 25 même, pourquoi pas, parce que j'ai vu que le fichier était à 25. Donc, je vais renommer cette séquence Full HD. Voilà, qui est vierge. Et je vais prendre donc mon fichier 4K que je vais jeter ici. Là, il me dit, est-ce que je dois faire correspondre les réglages de la séquence, modifier la séquence pour correspondre aux réglages de l'élément? Non, je vais conserver les réglages existants. Et là, donc, on voit d'ailleurs que tout de suite, il a placé donc la séquence 4K et on voit qu'il a recrop. Je vais regarder dans les options d'effet et cette séquence, elle est affichée à 100%. Donc là, moi, je vais l'afficher à 50%. 50%, donc, on a la scène complète. Ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser donc cette séquence 4K avec des valeurs de recadrage sans perte de qualité. Donc là, j'ai envie que à partir de ce moment, je vais couper ici. À partir de ce moment, on ait une valeur de champ, valeur de cadrage sur les mains. Voilà. Peut-être un peu avant. Voilà, ici, tiens. Côté là. Là, j'ai envie d'une valeur sur, à partir d'ici, sur le visage du protagoniste. Tac. Et là, hop. Je vais faire un zoom arrière à ce moment-là. Pour voir, pour finir là-dessus. Donc là, j'ai prévu mes cuts. Et maintenant, je vais modifier mes valeurs d'échelle. Donc là, j'ai dit que je voulais un affichage 100%, mais axé sur les mains. Donc je vais déplacer le positionnement de ma séquence ici. Voilà. Et ici, je vais faire pareil. Je vais zoomer cette fois-ci, par contre, sur le visage. Voilà. Et donc, avec rien qu'une séquence 4K, c'est comme si j'avais plusieurs valeurs de cadre à l'intérieur même d'une séquence. Regardez, le rendu. Et voilà. Donc vous voyez l'intérêt en fait d'utiliser. Alors je vais remettre la séquence en grand. Vous voyez l'intérêt donc d'utiliser une séquence 4K pour finaliser en Full HD. Après avoir parlé résolution, parlons lumière. Sans lumière, pas d'image. Démonstration. Ou alors ambiance. Ambiance. Et... Non, je fais mal le parrain. Mais donc, sans lumière, pas d'image. Donc le contrôle de la lumière, c'est fondamental. En extérieur, quand nous avons le soleil, quand nous avons des nuages, etc., ça va être très compliqué à gérer, surtout quand il y a des variations. Donc, méfiez-vous des ombres, des lumières. Le contraste entre les ombres et les lumières
pour un boîtier numérique, c'est hyper violent à digérer. Donc après, il y a des techniques, comme par exemple filmer avec des logs. Ce sont des formats de fichiers en fait qui sont très plats et qui permettent en fait derrière de rééquilibrer en fait les valeurs fortes et les valeurs faibles de l'image pour arriver à un équilibre. Certaines caméras ont des valeurs de stop, une dynamique, on appelle ça la dynamique, avec des valeurs de stop exprimées en valeurs de stop de 12, 13, 14 diaphragmes. La plupart seront plutôt aux alentours de 10. Donc en fait, en gros, c'est la capacité d'un boîtier à pouvoir gérer les transitions entre les ombres et les lumières. Mais à part de filmer en RAW également, ou en double RAW, il y a des boîtiers, par exemple les caméras RED, qui valent la bagatelle somme de entre 15 000 et 50 000 euros. Donc ça, bon, ça vous de voir si vous avez le budget. Mais puis derrière, il faut le matos pour pouvoir traiter tout ça. Donc, blague à part, en fait, donc, la gestion de la lumière, déjà, si vous la maîtrisez vous, donc en observant les choses et en observant donc les lumières, si elles sont de bonne qualité ou pas, eh bien, déjà, vous allez réduire pas mal cette notion de prise de lumière et donc de prise de vue pour que ce soit correctement exposé. Donc, la gestion de la lumière, c'est plus qu'important. Vous avez dans le slide des informations, on va dire, mémo concernant donc, cette gestion des lumières. Conseil au niveau de la prise de vue en intérieur, offrez-vous un petit kit de lumière. Ou au moins un éclairage LED ou deux pour avoir en fait une lumière assez constante et donc une prise de vue constante lorsque vous allez faire des séries de vidéos. Lorsque, par exemple, nous utilisons un petit kit smartphone, eh bien, là par exemple un kit mobile, etc., qui permet de mettre le smartphone ici, branché ici d'ailleurs un micro externe, eh bien vous avez ici une petite LED qui est bien sympathique, qui permet d'avoir toujours le même éclairage, par exemple sur le sujet en interview, par exemple, sera toujours mise en valeur. Donc kit plutôt sympa. D'ailleurs avec des poignées qui permettent d'avoir une petite stabilité. Donc, je vais vous montrer petit à petit du matos au fur et à mesure. Donc la lumière, je vais vous montrer un éclairage également qui est assez connu. On appelle ça l'éclairage 3 points. Donc, sur le slide. Voilà, donc là, vous avez un plan d'éclairage à 3 points. Par exemple, là, tout de suite, moi, je suis éclairé avec un éclairage 3 points. L'éclairage principal, la key light, donc lumière clé, qui m'éclaire ici. Mon éclairage de débouchage, ma fill light, en fait, en gros, c'est mon mur blanc ici, qui est à proximité, et qui réverbère, donc qui réfléchit la lumière qui est projetée de mon éclairage principal vers moi. C'est ma deuxième source de lumière qui s'appelle ma fill light. Et j'ai mis derrière l'éclairage bleu, là, que vous voyez, qui est mon backlight. Donc en fait, c'est un éclairage standard en 3 points, mais qui fonctionne toujours, qui est très utilisé sur les plateaux télé, qui est très utilisé en cinéma, notamment, parce que ça va mettre en valeur votre sujet. Je vais vous montrer en gros, voilà, en gros plan, l'éclairage 3 points. Parlons un petit peu matos. Donc, smartphone, caméra de pointe, réflexe, comme ceci par exemple. Caméra type reportage. Et là, après, derrière, vous avez de l'Arri Alexa, de caméra à 50 000 euros. Vous avez également des boîtiers compacts comme ça. Là, ça doit être un C300 Canon qui permettent de monter des optiques type cinéma, mais dans un encombrement réduit. Vous avez également les caméras de sport, GoPro, et pourquoi pas les drones. Tous ces usages, en fait, toutes ces caméras ont des usages différents, des rendus différents,
Et ça sert à rien d'acheter des trucs de malade si vous ne maîtrisez pas le quart de l'objet. Mieux vaut filmer au smartphone régulièrement et faire des essais de prise de vue pour arriver à faire quelque chose de super bien. D'ailleurs, petite note sur les smartphones, je vous mettrai un lien d'un court-métrage réalisé entièrement à l'iPhone 7 par Michel Gondry, réalisateur assez connu, on va dire, qui a fait par exemple notamment Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et donc il a filmé au smartphone. Donc la prise de son n'a pas été réalisée au smartphone. La prise de vue au smartphone a été quand même aidée, je pense, avec des logiciels du type application Filmic Pro, par exemple, pour pouvoir maîtriser sa prise de vue au smartphone, pouvoir contrôler les réglages d'exposition ainsi que les réglages de vitesse d'obturation et d'ouverture et d'ISO. On va dire débrider en fait le smartphone pour qu'il passe en mode pro, voire derrière faire du montage de qualité. Mais on voit que c'est totalement possible. Je vais vous mettre également une petite vidéo dans le cours à usage, on va dire informatif, quant à l'usage des drones, parce que les drones, attention, danger, tout le monde en achète, mais il y a des restrictions à respecter. Hein. Il y a une réglementation en vigueur qui est assez virulente et qui va être de plus en plus virulente, puisque les gens n'ont pas forcément tout respecté à la base, et on va dire que avant que ça parte en live et qu'il y ait des accidents graves et mortels, eh bien, il y a donc des réglementations qui sont mises en place et des avertissements qui sont donnés par les autorités compétentes. Donc ça, je vous mettrai une petite vidéo concernant l'usage du drone. Ok, donc si d'ailleurs, par rapport au drone, je vais vous montrer une carte que vous pouvez consulter qui permet en fait de vérifier les zones de vol autorisées ou pas, selon où vous allez filmer, et également les hauteurs de vol. Voilà la carte qui est maintenant chargée avec le filtre d'activer. Moi, pour info, je dois me situer aux alentours d'ici. Je vais mettre Ganegobi, voilà. Et pour afficher donc ces restrictions, cette légende de restriction, vous avez ici, en fait, dans les cartes, il va falloir aller dans territoire et transport. Transport. Je sais, c'est pas très intelligent d'avoir mis ça là-dedans, mais en fait, si, mais bon, pourquoi pas. Et vous avez donc... c'est pas là, rien à voir. Je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc, données thématiques, territoire et transport, transport. Données thématiques, territoire et transport, transport. Voilà, et là, vous avez dans les cartes, restrictions pour drone de loisirs. Et avec une légende que vous pouvez afficher sur le côté. Cette légende, vous ne la voyez pas. Mais en gros, vol interdit, c'est rouge. Vol 30 mètres autorisé, c'est un peu moins rouge. Orange, c'est hauteur de vol maximum 50 mètres, etc. Donc hauteur maximum de vol 100 mètres en jaune. Et tout vol interdit au-dessus de 150 mètres quand, en fait, pour tout le temps. Donc là, par exemple, où je me situe, eh bien, j'ai une hauteur de vol limitée à 30 mètres de haut. Pourquoi? Eh bien, si je regarde ceci, aérodrome, il se trouve là, à Saint-Auban. Et donc, vous voyez que autour de l'aérodrome, il y a un couloir aérien de décollage-atterrissage qui est en rouge, donc vol interdit. Et ici, donc, on a
autour des vols autorisés jusqu'à 30 mètres. Il peut y avoir des dérogations spéciales accordées par le préfet de la région. Pour ceci, il faut disposer, en fait, il faut avoir une licence d'ULM et également un diplôme de compétence vol pour drone. Donc en gros, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le mieux, parfois, c'est de faire appel à un professionnel pour qu'il fasse les images. Surtout que toute image réalisée avec un drone à destination commerciale, en fait, il faut que ce soit normalement un professionnel qui a réalisé les images. Il y a plein de restrictions, faites attention. Alors maintenant, nous allons parler un peu accessoires. Les accessoires qui font la différence. Eh bien, écoutez, si j'avais un seul accessoire à acheter en plus de mon boîtier ou de mon smartphone, vous savez ce que ce serait? Un trépied. Un trépied, somme toute classique comme ça, pourquoi pas avec une tête vidéo ou une tête triaxe comme ceci, eh bien ça permet de stabiliser votre plan. Parce que c'est ça qui va marquer la différence quand vous allez filmer, ça va être la stabilisation de vos plans. De suite, on passe dans un truc au-dessus. Alors bien sûr, il existe des stabilisations numériques ou optiques, selon les boîtiers, et selon vos smartphones. D'ailleurs, il y a des stabilisations numériques, etc., etc. C'est très bien. Sauf que, en fait, rien ne vaut une vraie stabilisation. Pourquoi pas avec un trépied. Et ensuite, vous pouvez très bien faire du cadrage, des mouvements de caméra avec, par exemple, au moins un panoramique ou un tilt, comme ça, de haut en bas, et faire des plans très propres, en fait. Donc, le trépied. Après, il existe d'autres accessoires qui sont sympas aussi, comme ça s'appelle un monopode. Alors là, c'est un monopode avec une petite option tripode au bout qui permet de bien stabiliser. Si par exemple vous allez faire des reportages de rue, donc vous verrez souvent des reporters avec ce type d'accessoire, soit caméra épaule, soit avec un monopode comme ça. Ils posent leur monopode, tac, et hop, on filme une petite séquence, et tac, on repart, on se repose comme ça, on filme la deuxième séquence, etc. Donc le monopode. Autre accessoire, et là, ça rigole plus, ça va être le stabilisateur numérique. Alors là, il est off, vous voyez, la caméra est libre de ses mouvements, et je vais l'allumer, et hop, ce qui me permet d'avoir une stabilité dans ma prise et faire avec mon petit joystick des mouvements très souples comme ceci. De pas des tilts, de faire des travelling latéraux. Alors c'est mieux qu'une galcam, hein. Des mouvements de grue. Plus on peut par exemple ici le fixer sur un tripode ou un monopode et faire par exemple des mouvements à la perche. Et vous voyez que il ne va pas bouger. Je vais vous montrer en séquence des images qui ont été filmées avec ce gimbal ou ce stabilisateur 3 axes. Voilà, je l'ai off. Je vous mettrai un petit extrait dans le cours. Donc des images que j'ai tournées avec ce gimbal qui est un Zhiyun Crane V2. Donc, vous en avez plein. La marque phare dans ce type d'accessoire étant DJI. À noter qu'il existe également des versions mobiles. Par exemple là, en image, là vous avez le DJI Osmo Mobile 3. Maintenant ils en sont au 4 ou au 5, je ne sais plus. Ça vaut environ dans les 150 €. Et vous mettez votre smartphone dedans et là vous allez faire des superbes images.
Il y a également, à noter, des versions. La version Osmo Pocket, qui est en fait une solution tout en un, qui vaut dans les 400 € environ, et qui filme d'ailleurs en 4K, avec une petite, donc, un petit stabilisateur. Vous pouvez incruster également votre smartphone dessus pour avoir un meilleur écran, parce que là l'écran est tout petit, mais c'est quand même ultra redoutable. Je vous conseille d'aller jeter un œil aux images qui sont produites avec ce petit outil, cette petite caméra stabilisée. C'est monstrueux. Je vous ai mis également le lien de Filmic Pro pour maîtriser impérativement votre prise de vue avec votre smartphone. Alors c'est une application qui est payante, qui vaut dans les 15 € je crois, qui existe sur Android et sur iPhone, et donc qui vraiment en fait débride votre prise de vue et vous permet d'aller beaucoup plus loin avec votre smartphone. Allez, c'est parti pour la suite. Donc là, je vous préviens, on va parler encore plus technique, mais je vais en tout cas tenter de vous montrer quelques réglages sommaires sur un boîtier réflexe, mais en tout cas des notions d'ouverture, de vitesse d'obturation, de sensibilité ISO, et pourquoi pas de capteur et balance des blancs. Tout ça, c'est des notions qui sont importantes à connaître dans le choix éclairé de pouvoir acheter du matos derrière, ou en tout cas d'essayer de maîtriser votre matos existant. Alors là, je vous ai branché mon 7D avec donc une carte d'acquisition HDMI, et vous voyez ici donc mon écran de mon 7D avec d'ailleurs, regardez, mon Stream Deck. Et déjà, on va parler de balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est en fait une notion importante, puisque l'œil humain, quand on lui montre une feuille, si je vous montre ça, vous allez me dire, c'est blanc. C'est blanc, 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 blanc. Si par contre, je le montre à mon boîtier, lui, bah, là, c'est pas trop blanc. C'est plutôt magenta, d'ailleurs. Et hop, vous avez un réglage de balance des blancs pour lui dire. Alors, vous avez le High Automatic White Balance, balance des blancs automatique, mais attention, il peut péter un câble si il règle autre chose. Et si par exemple il filme sur de la neige ou des situations un peu, on va dire, étranges, vous avez donc après des réglages type ombré, nuageux, tungsten light, si vous avez des lampes tungsten, fluorescentes, lumière flash, ou alors vous avez custom white balance, et également la possibilité sur certains boîtiers, à partir de boîtiers experts, à déterminer précisément la température couleur. Pas mal. Et surtout, ça vous permet d'avoir une stabilité au niveau de vos prises. Et là, on était un petit peu sous-exposé. Ici, on est bien blanc. Voilà, donc, regardez d'ailleurs sur mon petit Stream Deck là. On va baisser un petit peu les ISO, parce que là, du coup, on était sur X. Voilà. Et si je fais White Balance, vous voyez que selon le réglage, ben, vous avez des ambiances complètement colorées ou complètement déformées au niveau des couleurs. Là, mon éclairage est un éclairage de type lumière du jour, donc je vais me régler sur Daylight, et là j'ai une fidélité des couleurs respectées. À noter que ça peut être un choix. Par exemple, ici, vous voyez une image qui est forcée vers les températures froides ou forcée vers la température chaude.
Mais bon, disons que je pense que de base, il vaut mieux être assez fidèle sur la température couleur et sur le réglage de la balance des blancs. Ensuite, en post-prod, faire ce réglage a posteriori. Donc être le plus fidèle possible, je pense. Voilà quelques valeurs de température couleur. Donc tout à l'heure, on a vu que sur mon 7D, on peut régler manuellement la température couleur. Et donc, lumière du jour, on dirait 5200. Donc si on se mettait à 5200 sur le boîtier, on serait proche de la lumière du jour. Attention, la balance des blancs est facilement rattrapable en photographie, puisqu'on utilise souvent le mode RAW, mais pas facilement en vidéo. Il est donc important de choisir celle-ci à la prise de vue et rester cohérent sur l'ensemble de votre démarche. Le triangle d'exposition. L'exposition en photo-vidéo désigne l'action du rayonnement lumineux sur le capteur ou la pellicule. En gros, il y a 3 valeurs à prendre en considération: l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Lorsque l'on parle d'ouverture, eh bien, elle est exprimée en f/ et un chiffre derrière, ou f point et un chiffre derrière. Et ce chiffre, vous pouvez le retrouver juste c'est le deuxième chiffre en partant de la gauche, donc 2.8. Donc, moi, c'est une optique qui ouvre à 2.8. Je vais me mettre en ISO automatique, juste pour vous montrer quelque chose. Donc lui, d'ailleurs, il règle comme ça en ISO automatique. Et si je change l'ouverture, c'est pas celle-ci. Je vais essayer, parce que je suis un peu coincé au niveau de mon réglage. Voilà, je vais fermer. Là, je suis à F8 par exemple. D'ailleurs, on voit que le Stream Deck est plus net. Par contre, vous voyez que l'ISO, du coup, puisque je l'ai mis en automatique, est monté pour compenser finalement le fait que je fermais mon diaphragme. Je n'ai pas fait de variation de vitesse d'obturation. C'est le premier chiffre à gauche. Et donc, une optique qui permet d'ouvrir beaucoup plus, eh bien, au niveau de l'ISO, je dirais qu'on est dans les 500. Voilà, donc une image un peu moins granuleuse. Donc, voici pour l'ouverture. Bien sûr, on peut choisir de sous-exposer volontairement une image ou de la surexposer. C'est à vous de décider. Et donc, c'est en faisant varier donc, votre vitesse, votre ouverture et vos ISO que vous allez faire ça. Mais pour ce qui est de la vidéo, en fait, il existe une règle qui est guidée par le nombre d'images par seconde à laquelle vous allez filmer. Je m'explique. La plupart du temps, on filme à 25 images par seconde, 25 fps en Occident, pardon. Aux États-Unis, on va filmer plutôt à 30 fps, 30 images par seconde. La règle est simple, il faut utiliser comme vitesse d'obturation le double de la fréquence d'image utilisée. Si par exemple vous tournez à 25 images par seconde, il faut utiliser 1/50. Si vous tournez à 50 images par seconde, il faut utiliser 1/100. Si vous tournez à 30 images par seconde, 1/60. Si vous tournez à 120 images secondes, eh bien 1/240. Pour avoir un flou cinétique. C'est le flou que vous voyez là. Ma main, on va dire, c'est un mouvement assez naturel et pas saccadé. Je vous mettrai une vidéo à ce sujet au niveau du flou cinétique où il faut régler impérativement donc ce paramètre sur le double. En gros, c'est le moyen mémotechnique de s'en rappeler, le double de la vitesse, pardon, le double de la fréquence d'image utilisée. Donc ici, en fait, le 50 que vous voyez en bas à gauche,
étant donné que là, vous voyez 1920, 25, donc c'est 1920 par 1080 à 25 images par seconde, eh bien, je vais devoir tourner à 50 images par seconde pour avoir un flou cinétique naturel et une image cinéma. Donc derrière, il reste que deux paramètres que nous pouvons utiliser pour régler notre exposition. C'est l'ouverture, ici, et les ISO. Bien sûr, au plus on monte dans les ISO, au plus notre image, vous voyez là du grain numérique qui apparaît de partout. Vous voyez par exemple, donc une image exposée comme ceci à 6400 ISO, vous voyez le grain numérique dessus. Si maintenant je mets ISO 640 et que je joue avec mon ouverture, donc f2.8, pour arriver à la même exposition, peu ou prou. Voilà, là j'y suis. Et donc là on a la même exposition. Donc ISO 800, f2.8. On a beaucoup moins de grains dans l'image. Certes, la profondeur de champ n'est pas tout à fait la même, mais la qualité est nettement supérieure. Donc, tous ces réglages, en fait, ça fait partie de quelque chose d'assez technique. Mais il faut impérativement, on va dire, creuser un petit peu ce sujet pour arriver à un rendu vraiment bon. Je vais vous remontrer le petit calcul que je vous ai dit, qui se trouve ici. Donc si vous filmez à 25 images par seconde, vitesse d'obturation 1/50e. Si vous filmez en 30 images par seconde, vitesse d'obturation 1/60e. Alors vitesse d'obturation, parfois, sur des vidéos, vous verrez SS. Shutter Speed. IPS, FPS, c'est la même chose. Si vous filmez pour faire du slow motion, c'est-à-dire ralentir une séquence qui fait par exemple 50 images par seconde à la base, à la ralentir en 2 fois en 25 images par seconde, il va falloir filmer à 1 centième par seconde au niveau du shutter speed. Voilà, donc ça, ce sont des notions qui sont un peu compliquées à comprendre, mais fixez-vous la règle. Je filme à 1 50 secondes pour filmer en 25 IPS. Voilà, tout simplement. Et vous aurez un bon rendu. Voilà, je vous remontre la sensibilité ISO avec une image fixe. Donc ISO 100, ISO 400, ISO 1600, ISO 1400, ISO 25600. Voilà, au plus on monte dans les ISO, au plus l'image est dégueu. Alors, petite notion à comprendre aussi, l'angle de champ et la longueur focale. Alors là, par exemple, au niveau de mon angle de champ et ma longueur focale que j'utilise sur mon 7D, nous avons 40 mm, qui peut aussi faire de l'affichage un petit peu macro, puisqu'il permet de faire de la mise au point rapprochée. Voilà, donc là, par exemple, c'est un 40 mm sur un APS-C. Ici, ce que vous voyez, l'angle de champ utilisé, c'est un 35 mm. Sur un APS-C également. Si je mettais ce 35 mm sur un full frame, donc là je commence à parler chinois, j'en ai perdu 12 dans la salle, eh bien l'angle de champ serait différent. Juste à retenir quel angle de champ vous voulez utiliser pour vos valeurs et pour transmettre vos valeurs dans votre vidéo. Petite illustration de l'angle de champ et de la longueur focale en slide. Voilà. 28 mm, 55 mm, 80 mm, 125 mm, 210 mm, 300 mm. À noter qu'il y a une petite déformation aussi. Elle me paraît plus grosse à 300 mm. Peut-être qu'elle a grossi entre temps. Non, c'est pas vrai. Après, il y a des déformations optiques. Blague mise à part. Donc, choisir sa longueur focale pour votre prise de vue et définir vos valeurs de 4. Très important. Voilà, je reviens sur cette notion de capteur.
Donc, la taille du capteur, voilà, par exemple, sur un APS-C Canon, c'est la taille en vert. APS-C, c'est 18 par 24. Un full frame, dit 35 mm, c'est 24-36. Et après, vous avez le moyen format. Donc, en fait, il y a plein d'impacts au niveau de cette taille de capteur. C'est pour ça que vous avez des caméras qui coûtent beaucoup plus cher, notamment la taille du capteur. En fait, la taille du capteur, en fait, permet de prendre plus de lumière. C'est logique. Si vous avez une fenêtre comme ça chez vous, ou une fenêtre comme ça, eh ben, il y a plus de lumière qui rentre dans votre appartement. Ben, c'est la même chose. Donc en fait, en basse luminosité, un capteur plus grand va être plus performant. Votre capteur smartphone, il est petit comme ça. Comme ça. Donc, en basse luminosité, ben, il va faire un petit peu la gueule, ou alors il va compenser avec des traitements numériques chelous, qui vont un peu lisser l'image, mais bon, les gens aiment bien les filtres, alors bon, pourquoi pas, allons-y. Une autre chose au niveau de l'impact de la taille du capteur, c'est son influence sur le bruit. Voyez, à valeur de champ, angle de champ, pardon, similaire, vous avez en haut un APS-C et en bas un capteur qui fait 1 pouce 2 tiers. Eh bien, le capteur qui est plus petit, donc c'est le 1 pouce 2 tiers, voilà. Eh bien, vous voyez que la même image, eh bien, elle est beaucoup plus pixelisée en bas. Et le bruit sera beaucoup plus visible. C'est pas pixelisé, c'est du bruit numérique. C'est pas tout à fait pareil. On voit un petit peu des détériorations. La taille du capteur, n'oubliez pas, cela change le crop factor. Donc ça, mettez pause, faites des recherches au crop factor. En gros, comme je vous ai dit, l'angle de champ diffère en fonction de la taille du capteur et de la longueur focale. Retenez juste le terme crop factor. Et ensuite, une autre petite notion de vocabulaire qu'on a parlé juste avant. On a parlé de slow motion. Je vous ai mis un lien vers des choses extraordinaires comme les caméras fantômes qui permettent de filmer à plus de 10 000 images par seconde. Même plus que ça, à 100 000, je crois. Voilà. Donc là, maintenant, on va parler de prise de son. Vous entendez du son. 50% du son de votre vidéo. Non. N'importe quoi. 50% de votre vidéo, c'est du son. C'est qui disait ça? C'est Georges. Georges, il disait 50% de votre vidéo, c'est du son. C'est pour ça qu'il a fait le Dolby Digital Sonic Digital Laser avec triple digital son. Enfin bref, le son était très important. Donc, à noter un truc, là, vous entendez du son quand même relativement qualitatif. Si par exemple, je change, je vais vous montrer un peu, juste je vais changer, je vais basculer de mon Yeti au microphone interne du Mac. Comme ça pour rigoler. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Oui, pourquoi pas. Oui, non. Allez, propriété. On va voir ce qu'il nous dit. Enregistrer. On va faire built-in. Et là, vous entendez le son de ma voix avec le microphone interne du Mac. Je n'ai pas le retour dans mon oreille, mais je pense que c'est beaucoup moins bien. On va rebasculer sur le Yeti. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça a l'air d'être mieux en termes de vue-mètre. Voilà. Donc en fait, la prise de son, bah, c'est 50% de votre taf en vidéo. Donc le choix de la musique, le mixage de la musique, mais pas que. Ensuite, vous avez des moumoutes comme ça, avec des perches. Voilà. Hein, ça, c'est, on va dire, la perche standard avec un NTG2 monté dessus. Et donc ça permet de prendre de manière très ponctuelle du son, très précis. Et là, la moumoute que vous voyez ici, la fourrure, eh bien, c'est pour capter, pour arrêter le vent. Sinon, le micro, il est comme ça. Voilà. Mais donc, quand il y a du souffle, comme ça, eh bien, ça évite de faire dans le son.
dans la captation de votre son. Et donc, c'est très important d'avoir de bons sons. Dans le support de cours, vous avez pareil des fiches mémo sur la prise de son, notamment l'acoustique, les micros les plus utilisés et une petite note sur l'articulation. Voilà, parce que si vous faites de la prise de son d'une personne qui parle, ou si c'est vous-même qui parlez, je pense que ça va être compliqué d'entendre quelque chose et que ce soit audible, même s'il y a un super micro qui capte bien, ben voilà quoi. Donc il faut faire un effort d'articulation. Pour s'entraîner à l'articulation, prenez ça et vous essayez de parler le mieux possible avec un stylo dans la bouche. Si vous arrivez à vous faire comprendre avec un stylo dans la bouche, eh bien, c'est que vous articulez bien. Donc, blague mise à part, j'espère que ça va faire rigoler pas mal de gens. Ou alors, je suis complètement bidon en blague, mais alors, je vais me cacher, je vais bientôt finir cette vidéo parce que je commence à craquer mentalement. Mais en tout cas, j'espère que vous avez saisi l'importance du son. Si vous arrivez dans une pièce où il y a du brouhaha, ça va être compliqué, il va falloir plutôt changer de lieu. Ou alors, vérifier que vous avez la possibilité d'avoir des micros type, par exemple, cravate, HF, pourquoi pas, ou avec un fil, peu importe. Déjà, ça limite, on va dire, l'ambiance sonore. Si vous voulez faire de la prise de son ponctuelle, micro donc perche, également le micro de reportage qui sont on va dire directionnels, qui peuvent bien capter. Voilà, donc il faut faire attention à votre prise de son, c'est très important. Il faut que ce soit audible avec un bon niveau. Alors là, on parle juste de prise. La prochaine vidéo, on va parler de post-production. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait nos merveilleuses images, nos merveilleuses prises de son, qu'on a tous les fichiers qui sont dans plusieurs machines, dans le réflexe, dans le smartphone, de partout. Et bien, on va passer à la post-production. Et donc, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Allez, à ciao ciao, bonsoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi vos retours et commentaires et on en parle très prochainement. Salut!